Bonsoir à tous. Je suis ravi d'accueillir, la BNF, et je parle en son nom, et je parle au nom de la présidente de la Bibliothèque nationale de France, Laurence Angèle. Donc nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes ravis d'accueillir une nouvelle fois ce final et troisième tour de ce concours d'éloquence, ce concours d'art oratoire, pour éviter la redite, Fleur d'éloquence. Donc je m'étais dit que je serais rapide, sincère et chaleureux, mais rapide, parce qu'on a déjà du retard. Donc une fois que je vous ai souhaité la bienvenue, je vais passer la parole à Pierre-Marie Chauvin, vice-président de Sorbonne Université, en charge de art, sciences, culture et société. L'ai-je bien descendu? Je crois, oui, merci. Pierre-Marie Chauvin, à vous. Merci du cadeau. Introduire un discours d'éloquence, c'est un petit peu comme proposer d'inviter à dîner Thierry Marx et Hélène Darroze. Donc je vais essayer de bien faire à manger. Je suis très heureux d'introduire aujourd'hui cette finale. Au nom de la présidence de Sorbonne Université, je félicite sincèrement l'ensemble des parties prenantes, organisateurs, organisatrices, candidates, candidats, et évidemment plus particulièrement les 4 finalistes qui se sont frayés un chemin difficilement dans cette entreprise de joute. Fleur d'éloquence, ce Koh-Lanta de la langue française, n'en est pas à sa première édition. Mais je dois malheureusement signaler aux organisateurs que si nous sommes à la 11e édition de Fleur d'éloquence, c'est écrit fièrement sur la présentation, nous sommes terriblement en retard par rapport à Koh-Lanta. J'ai vérifié ce matin sur Wikipédia, Koh-Lanta en est à sa 23e édition. Alors, heureusement, je suis rassuré car je crois que François Nida, l'année dernière, avait évoqué l'éternité du partenariat entre la BNF et Sorbonne Université pour Fleur d'éloquence. Donc, ce concours est éternel. Peut-être que Koh-Lanta ne le sera pas. Pour aller à l'essentiel, je dirais que Fleur d'éloquence a au moins 3 grandes vertus. La première vertu, c'est la célébration de l'argumentation dans un monde de bruit, de saturation d'informations, de hurlements parfois, de cris, et la célébration d'une argumentation fluide, posée, qui dure plus que le temps d'un cri, d'un anathème ou d'une insulte. Une argumentation qui permet aussi d'exprimer un style qui n'est pas uniquement un style littéraire, mais un style qui serait la rencontre entre une langue, une voix, une présence et un rythme. La deuxième vertu, c'est la valeur de la contrainte. Le sujet imposé demande évidemment une inventivité, et dans un monde de choix personnalisés, d'offres à la demande, de commandes immédiatement satisfaites, la contrainte suscite la créativité, et de la contrainte peut naître l'imprévu. L'argumentation contrainte peut ainsi être une argumentation inventive, créative, et je pense que nous allons le constater ce soir. Troisième vertu, la valeur du jeu. Le concours ne repose pas sur l'esprit de domination, mais sur un esprit joueur. La joute, le jeu verbal, ce n'est pas uniquement la concurrence, et ce n'est certainement pas la guerre, c'est même peut-être son envers, son contournement, voire même la préparation d'armes alternatives. L'art oratoire célébré par ce concours n'est certes pas synonyme de art de la négociation, car c'est une petite bulle isolée et non un ping-pong d'arguments. Mais il y a quelque chose quand même de l'ordre disons, de l'alternative au conflit guerrier. Et ce jeu avec la langue, avec le rythme, avec la forme et le sens des mots, le jeu avec des adversaires pacifiques et un public bienveillant, c'est cela que nous pouvons célébrer ce soir. Donc merci encore à toutes et tous pour ce bel événement. Merci à la BNF de nous accueillir et d'avoir conclu avec nous ce pacte éternel. Bonne chance aux 4 finalistes. Alors, je vais essayer de faire court. Bonsoir et bienvenue à cette 11e édition du concours de Fleur d'éloquence que je vais un petit peu vous présenter sans trop m'attarder. Le concours d'éloquence, le concours d'art oratoire Fleur d'éloquence, est un concours d'Alliance Sorbonne Université que je représente du côté de l'Université de technologie de Compiègne.
Voilà, en tant que co-organisatrice, et nous sommes 3 co-organisatrices pour cette 11e édition. Donc moi, Delphine Chedaleux, Karine Abiven et Cléo Collomb. Et nous tenons toutes les 3 à vous remercier tous et toutes d'être là. Donc ce concours, il est organisé par la Direction des Affaires culturelles de la Sorbonne nous tenons en particulier à remercier Yann Migoubert et Amandine Lefebvre pour leur dévouement et leur efficacité ainsi que leur bonne humeur tout au long de la préparation de ce concours. Le concours est organisé en partenariat avec la BNF, donc nous tenons évidemment à remercier chaleureusement la BNF de son accueil dans ces superbes locaux, et François Nida en particulier, que vous avez entendu tout à l'heure. On tient à remercier aussi la Banque Populaire Rive de Paris, qui est un partenaire du concours. Depuis quelque temps, je crois. Alors, la spécificité du concours Fleurs d'éloquence, c'est qu'il s'accompagne d'une formation à la rhétorique, à l'éloquence, aux arts oratoires. Donc, il y a une double formation, à la fois en Sorbonne et à l'Université de technologie de Compiègne. Et donc, c'est une formation accélérée qui a lieu à partir du mois de février. Et cette formation, en fait, elle permet d'ouvrir le concours à tout type d'étudiants, y compris des étudiants qui ne sont pas familiers des arts oratoires. Et c'est ce qui fait, à notre sens, la spécificité et aussi l'originalité de Fleurs d'éloquence par rapport peut-être à d'autres concours d'éloquence. Et j'en profite pour remercier vraiment très chaleureusement nos formateurs et formatrices, Guillaume Ouattara, Joseph Rotner, Emmanuel Ostrovski et Édouard Boutet, qui sont avec nous ce soir et qui ont fait un superbe travail de formation des étudiants et étudiantes. Le concours comprend 3 tours, donc nous sommes à la finale, on arrive au bout de ce processus. Donc il y a eu un premier tour en mars, donc où on avait une 60aine de candidats qui avaient le choix entre 2 sujets et le choix de la thèse. Donc il y avait une vingtaine de sujets, je crois, en tout, et chacun avait le choix entre 2 sujets. Le deuxième tour en avril, donc là il y avait seulement 10 candidats sélectionnés pour le deuxième tour. Et là, le sujet et la thèse étaient imposés et ils avaient quelques heures, je ne sais plus combien, mais voilà, quelques heures pour préparer. Ils avaient le sujet, la connaissance de leur sujet et de la thèse à défendre quelques heures avant de parler. Tout ça se faisait en Sorbonne. Et donc le troisième tour, aujourd'hui, la finale, donc les candidats ont eu leur sujet il y a une dizaine de jours. Donc le sujet est imposé et la thèse leur a aussi été imposée. Donc ils et elles ont eu une dizaine de jours pour préparer. Voilà, donc nous tenons aussi à remercier évidemment l'ensemble des candidats et candidates qui ont choisi de participer à cette aventure et qui ont joué le jeu, qui ont travaillé durement et qui ont un petit peu souffert, je crois, au cours de cette formation et de ces 3 tours qui ne sont vraiment pas faciles. Donc voilà, merci beaucoup à eux et elles. Et puis évidemment, merci en particulier aux 4 candidats et candidates que nous allons entendre ce soir, ainsi qu'aux personnes qui sont venues les soutenir. On tenait aussi à remercier les membres du jury qui ont accepté de se prêter à l'exercice. Donc, il y a eu beaucoup de membres du jury parce que chaque tour mobilise des personnes différentes que je ne vais pas toutes citer ici, ça serait trop long. Je vais simplement vous présenter les membres du jury de cette finale de Fleurs d'éloquence. Donc, et je ne vais pas redire un merci à chacun, mais donc c'est un merci collectif. Donc, Julien Piat, qui est magistrat, Annick Clément, qui est enseignante-chercheuse à la faculté de médecine de la Sorbonne, Pierre-Marie Chauvin, que vous avez entendu, enseignant-chercheur et vice-président, donc Arts, Sciences, Culture et Société de la Sorbonne, Juliette Dross, qui est enseignante-chercheuse à la faculté des lettres de la Sorbonne, Judith Sarfati-Lanterre, enseignante-chercheuse et membre de la commission formation et vie universitaire de la Sorbonne, Daniel Schneiderman,
qui est journaliste et fondateur d'Arrêt sur Image, Marilyn Berthaud, qui est chargée de communication à l'Université de technologie de Compiègne, et François Nida, voilà, de la BNF que vous avez entendu tout à l'heure. Voilà, merci encore à toutes et tous et bonne finale. Et donc, sans plus attendre, je vais appeler la première candidate, Lola Kueitela, qui va venir vous défendre le sujet suivant. Faut-il hurler avec les loups? Non. Mesdames et messieurs, bonsoir. Imaginez-vous l'esprit léger et un climat propice aux promenades amicales, vous et votre bande de collègues enjoués, dans un élan de témérité digne des plus grands exploits d'aventuriers de renom, décidez de fuir la capitale quelque temps pour vous éloigner de toute cette oppression urbaine, de ce vacarme citadin constant et assourdissant, et ainsi de renouer avec la tranquillité de la nature, des fins gazouillis d'oiseaux, aux quelques frémissements des feuillages, dans un cadre propice à l'apaisement et à la décontraction. Petit réchaud, tente de camping, bâton de randonnée, lunettes de soleil et écran total, vous êtes désormais parés à affronter les plus sévères dangers de la montagne, à surmonter les périples les plus ardus et les contraintes les plus hasardeuses. Enfin, c'est ce que vous pensiez. Les tintements de vos bières entrechoquées qui se confondent avec vos éclats de rire vous font oublier le crépuscule aux brumes orangées qui commence à étendre son ombre sur votre campement. Voilà que la nuit tombe et que personne ne semble s'en soucier. Soudain, à votre droite, quelque chose tressaille confusément. Vous n'y prêtez pas attention plus que cela. Divers animaux sortent à la nuit tombée et mènent leur activité nocturne sans pour autant représenter une menace imminente pour l'espèce humaine. Enfin, pas tous. Un nouveau tressaillement, plus audible, interrompt cette fois-ci toutes vos conversations, qui se coupent brutalement et restent en suspens dans l'atmosphère alourdie. Silencieux, à l'affût, vous tendez l'oreille. Vous pensiez pouvoir être rassuré de ne pas entendre ce tressaillement à nouveau lorsque, dissimulés dans l'ombre des visages crispés de vos camarades, les lueurs scintillantes de deux orbes menaçants vous fixent sans ciller et semblent se multiplier dans la pénombre au fur et à mesure que vous épiez les alentours. Vous vous retrouvez désormais encerclé par une meute de loups au croc acéré et aux babines engluées d'une bave rageuse. Un hurlement strident fend l'air, suivi d'autres. Ils s'ajoutent les uns à la suite des autres pour jouer à l'unisson la mélodie si caractéristique d'un concerto funèbre. Assez fréquemment, dans ce genre de situation, votre raison s'étant évanouie à toute vitesse pour laisser place au commandement de votre cerveau reptilien en état d'alarme totale, très peu d'opportunités de survie s'offrent à vous. Et je doute que l'une d'entre elles consiste à avoir recours au mimétisme animal pour hurler avec vos congénères canidés. Cependant, rassurez-vous, vous qui écoutez cette cruelle invention, vous n'êtes actuellement pas confronté à une meute de loups enragés et forcés de trouver une échappatoire à cette catastrophe sans issue. Dans cette salle, certains seront amusés du caractère insouciant et naïf de nos jeunes randonneurs, dans un milieu qui peut se montrer hostile, tandis que d'autres, plus compatissants ou craintifs, s'attendriront sur leur sort avec désarroi. Dans cette salle, certains d'entre vous font partie d'une meute, d'autres essayent d'échapper à leurs griffes.
et d'autres en sont les victimes. Mais une question reste à déterminer. Qui sont les loups et qui sont les proies? Seulement, la réponse n'est pas aussi binaire. Il est légitime de s'interroger. Comment le loup devient-il un loup? Cela peut commencer dès le plus jeune âge. Le louveteau rentre à l'école primaire, encore innocent des mésaventures que lui réserve la vie. Il côtoie d'autres louveteaux, joue avec eux et apprend à les connaître. Il s'entend bien avec la plupart de ses camarades, mais ce n'est pas le cas de tous les autres, qui sont parfois mis de côté, et très vite, des meutes se créent. Pourtant, le louveteau fait remarquer qu'il n'est pas très agréable ni correct de se mettre à hurler collectivement contre ceux qui n'ont rien demandé, et que certains, à défaut d'être solitaires, ne demandent qu'à faire partie de la meute. Mais alors le louveteau est confronté à un choix. Hurler avec certains de ses camarades, ou subir leur hurlement en rejoignant ceux qui sont discriminés. Alors le louveteau hurle avec ses camarades. Adolescent, le jeune loup se constitue tout un cercle d'amis. Il a sa meute bien établie, mais n'en possède pas seulement une, et cela ne pose plus de problème. Il se plaît à circuler entre plusieurs d'entre elles. Un jour, une de ses amies, en toute confidence, décide de lui faire part d'un secret depuis trop longtemps enfoui et lui avoue ce qui lui pèse depuis des mois. L'un des membres de sa meute l'aurait violée. C'était lors d'une soirée. Il l'avait invité à rencontrer les autres mâles alpha que constituaient ses meilleurs amis, dans l'espoir que l'entente se ferait aisément. Et au beau milieu de la nuit, l'un d'entre eux l'a saisie par le bras pour l'emmener de force dans sa tanière. Elle se souvient encore de ses griffes plantées dans sa chair, de ses crocs aiguisés déchiquetant son cou, de ses bras lacérés et de la moiteur de sa fourrure fétide étouffant ses cris étranglés et ses sanglots comprimés dans sa poitrine. Sous le choc, elle s'effondre de nouveau. Le jeune loup, à l'annonce de cette nouvelle, s'empresse de demander des explications à celui qu'il pensait être son plus proche ami, dans l'espoir d'y trouver un soupçon de rationalité auquel se raccrocher. Les yeux du traître se mettent à scintiller de lubricité, et ce dernier rit aux éclats. Il lui explique qu'il est décidément trop con pour ne pas voir à quel point tout le monde rêvait de dévorer son ami, qu'elle n'attendait que ça, et que ce n'était certainement pas la première fois qu'elle l'avait vu le loup, car c'était une proie facile, que tout le monde savait à quel point sa réputation était entachée, puisque de toute façon cette fille était dévergondée et c'était une menteuse, et qu'il faudrait bien qu'il s'y fasse, au risque de représailles, qu'entre son meilleur ami et elle, c'était lui qu'il devait forcément croire, qu'il devait forcément soutenir. Alors, pris au piège dans sa propre meute, le loup hurle avec eux. Plus tard, le loup entre dans la vie active. Et là, il découvre un nouveau type de meute. La meute politique. Il y a celle à qui l'on voudrait appartenir, celle à qui on appartient vraiment, et celle que l'on cherche à anéantir. La meute politique n'a pour seul objectif considérer tout ce qui n'est pas de son propre bord comme une proie, à dévorer ou à recruter. Il y a les loups solitaires qui ne croient plus en aucune d'elles et se sont lassés depuis longtemps du rêve utopique d'en constituer une qui régnerait vraiment. Ils acceptent leur statut injustifié de proie blâmable, d'égoïstes, qui ne pensent pas à la nécessité d'hurler avec autrui pour avoir l'avantage du nombre, si ce n'est celui de la pertinence des propos. Il y a les loups qui sont prêts à mourir pour leur meute, et ceux prêts à tuer pour elle, si bien qu'au final, personne ne remporte la victoire, hormis celle de mourir le plus vite possible. Il y a les loups blancs qui ne jurent que par la pureté de leur fourrure et qui prônent la haine en puissance souveraine. Il y a les loups maculés de sang qui vous font croire qu'il ne s'agit pas du vôtre, mais de celui de l'ennemi qu'il faut abattre en instaurant la terreur. Et puis, il y a ce loup perdu,
qui ne sait plus du tout qui croire, et si tout cela a encore du sens au milieu de cet immense massacre qui est sanguinolent et fait de nos propres chairs désespérées. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il est encore capable de hurler. Alors le loup hurle avec eux, et tous les autres loups se mettent à hurler contre les autres loups qui hurlent aussi, si bien que la définition même de proie en devient dérisoire, si bien que l'on ne s'entend même plus penser. Alors je vous le demande, qui sont vraiment les proies ? Les proies ne sont-elles pas finalement les loups victimes de leur propre comportement ? Hurler avec les loups n'est pas prôner la fierté de ses valeurs et l'honorabilité de son éducation, mais en démontrer les limites acceptables. Hurler avec les loups n'est pas seulement le symbole d'une appartenance propre à une communauté qui se fonde sur la reconnaissance. C'est hurler à plein poumon sa propre faiblesse et sa propre vulnérabilité. Vous considérez-vous comme une proie ? Une proie facile ? Une proie saisissable à la gorge, dont l'on peut se délecter goulûment du sang encore chaud sur une fourrure ruisselante ? Ou préférez-vous vous imposer, vous montrer, fier de votre individualité et de votre capacité de résistance face à autrui, face au grognement faussement menaçant de ceux qui ne possèdent que l'illusion pour essayer de vous détourner de votre véritable nature si singulière et irremplaçable. Si vous le souhaitez, allez-y. Hurlez avec les loups et suivez le troupeau. Quant à moi, je continuerai à avancer sur les sentiers broussailleux des bergers téméraires, désireux de voir naître l'espoir sous les premiers rayons de l'aube. Merci. Vous avez donc entendu Lola Guaitela, qui vient de Sorbonne Université, donc prononcer le premier discours avec une thèse négative, vous l'avez compris. Non, il ne faut pas hurler avec les loups. Je vais inviter le deuxième candidat à venir et son sujet sera l'affirmative correspondante. Faut-il hurler avec les loups ? Oui. Et c'est Gauthier Deveau de Sorbonne Université également qui va défendre ce point de vue. Gauthier, c'est à vous. L'angoisse du vieux loup étreint son âme obscure. Un tragique frisson saisit la créature. Sa louve blanche, aux yeux flambants, et les petits qu'elle abritait la nuit des poils chauds de son ventre, gisent, morts, égorgés par l'homme au fond de l'antre. Ceux de tous les vivants qu'il aimait sont partis. De son cœur et son corps s'élève un hurlement que reprend la forêt et que portent les vents. Ces quelques vers de Le Comte de Lille proviennent d'un poème intitulé « L'incantation du loup ». Dans le titre, comme dans ces vers, je voudrais vous faire remarquer deux choses. Premièrement, c'est l'homme qui, face au loup, enclenche le cycle de la violence. C'est l'homme dont la vanité brise, broie et balaye sans souci et sans merci la nature et les êtres. Deuxièmement, le poème a la justesse de parler d'abord d'incantation, l'incantation du loup plutôt que de son hurlement. Car l'incantation du loup, c'est le chant mystérieux que lance l'inconnu ou l'étranger du plus profond de son cœur. C'est le chant du poète qui, comme Vigny, dans la mort du loup, se reconnaît si vivement dans ce pauvre animal persécuté. Ainsi, il y a fort à parier qu'hurler avec les loups
ne soit pas d'abord, comme on entend souvent, agir ou parler comme ceux avec qui l'on se trouve, mais prenant au sérieux la langue et ce que les mots nous disent, que hurler avec les loups signifie plutôt rejoindre cet élan naturel que connaît l'homme comme tous les êtres devant la haine et l'injustice. Alors il ne faut pas hésiter un seul instant. Bien au contraire, rejoignant le loup intérieur, c'est-à-dire cet instinct sauvage et sage, ce bon sens féroce mais juste, il nous faut hurler avec les loups. Et non seulement hurler, mais également chanter, chasser et pourquoi pas danser. J'entends déjà les récriminations, les bêlements du troupeau s'opposer contre cet élan pourtant si légitime. Et voici mon premier point. S'il ne faut pas hurler avec les loups, c'est qu'au contraire, on nous impose de bêler avec les moutons ou de roucouler comme des pigeons. En effet, il faut hurler pour ne pas bêler. Il faut hurler pour vivre. J'entends pour vivre réellement. À ce sujet, je voudrais moi aussi vous raconter une petite histoire. Et cette histoire me semble d'une importance capitale. Imaginez un troupeau de moutons paissant sur une colline. De temps à autre, un loup passe et mange un mouton, car il a faim et que sa nature de loup est de manger les moutons. Rien de plus naturel. Mais un jour, un mouton un peu plus futé que les autres, et surtout un peu moins honnête, a l'idée de lui dire ces quelques mots. C'est mal de manger les moutons. Contente-toi de l'herbe comme nous qui faisons le bien. Le mal, le bien. Ce faisant, ce mouton pose les fondements d'une morale. Mais d'une morale dévoyée, où le mal serait de manger les moutons et le bien de manger l'herbe. Or, le loup qui est fort et n'a pas besoin de penser précisément parce qu'il est fort, devient la dupe des moutons, comme Isengrin est dupe du goupil dans le roman de Renard. Mais nous qui pouvons penser, et dont pour certains c'est le métier, ne soyons pas dupes, car justement, comme le commente Nietzsche, dont provient ce petit apologue du loup et des moutons, exiger de la force, qu'elle ne se manifeste pas comme telle, c'est tout aussi insensé que d'exiger de la faiblesse qu'elle manifeste de la force. Bêler en mouton pour interdire d'hurler avec les loups, ce n'est pas seulement incohérent et irrationnel, c'est surtout scandaleux et mauvais. Non, ne nous laissons pas duper, c'est bien là qu'est le mal. Nier cette puissance naturelle qui anime tout être. D'autant que, quelle est cette violence que l'on reproche tant au loup? S'agit-il de manger? Non. De dépecer? Non plus. De détruire? Encore moins. Rien de tout cela. Il s'agit seulement et simplement de hurler. Hurler, c'est déjà beaucoup trop, diront les fanatiques bêlants d'une non-violence qui cache mal sa véritable nature de lâcheté et d'hypocrisie. C'est déjà beaucoup trop. Alors, comme le misanthrope de Molière, il s'offusque. Puisqu'entre humains ainsi vous vivez en vrai loup, traître vous ne m'aurez de ma vie avec vous. Et ils osent ajouter, l'homme est un loup pour l'homme. Mais ne vous y trompez pas, le loup auquel il faut attribuer tous les maux, c'est le loup solitaire. Voici mon second point, le vrai loup, celui dont le comportement mérite d'être blâmé, c'est le misanthrope. Car c'est lui, et non un autre, qui refuse la communauté, qui refuse la loi de la meute et la violence qu'elle engendre nécessairement, mais aussi sa sécurité. C'est lui, enfin, qui refuse de hurler avec les autres loups. Dans le livre de la jungle de Kipling, les loups vivent en meute, sous la sage autorité d'Akela et de Raksha, la mère louve. Si cette référence peut vous sembler lointaine et peut-être même futile, eh bien dites-vous que pour plus de 100 000 enfants en France, âgés de 8 à 12 ans, cette histoire est on ne peut plus vivante.
car il s'agit du cadre de la pédagogie scout pour les enfants. Je fus l'un de ces louveteaux, c'est ainsi qu'on les appelle, et cette école du grand air m'a forgé. Car non, le loup n'est pas toujours un prédateur. Il est aussi celui qui protège, qui éduque et qui instruit. En connaissance de cause, donc, pour l'avoir éprouvé et m'être construit sur de telles expériences, je peux vous dire qu'on ne saurait décrire la fierté de l'enfant en l'honneur duquel toute la meute se met à hurler. Cette fierté enfantine que l'on éprouve en appartenant à un groupe d'une vingtaine d'enfants débrouillards et casse-cou, et dont la devise est « de notre mieux », qui voudra l'interdire? Et quoiqu'un peu caché par la pudeur ou l'orgueil, il est évident que cette fierté demeure à l'âge adulte. Et qui pourra l'interdire? Ainsi, non seulement il n'est pas mauvais de hurler avec les loups, mais surtout cela est bon et salutaire. Ce sera mon dernier point. Dans l'épilogue de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, Louis, le personnage principal enfermé dans sa solitude, dans cette solitude qui l'oppose à sa famille, raconte qu'une nuit, marchant dans une campagne déserte comme perdu entre ciel et terre, il lui prit soudain l'envie de pousser un cri. Et voici ce qu'il déclare. « Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée. Que c'est ce bonheur-là que je devais m'offrir, hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. » Louis n'ose pas hurler. Louis ne peut pas hurler. On lui a dit que c'était mal. On lui a interdit. Pourtant, à y bien regarder, cela semble évident. Le hurlement des loups est un chant. Un chant auquel se joint la voix du poète dans une harmonie parfois brutale, mais toujours glorieuse. Que Louis, dans cette pièce, ne hurle pas avec les loups, c'est là la source de son malheur. Que Louis ne hurle pas avec les loups, c'est la preuve d'un dévoiement de la morale. Car la morale n'est pas, rappelons-le, une suite d'interdictions vaines et arbitraires. La morale est le seul et unique moyen de parvenir au bonheur. Ainsi, du « aime et fais ce que tu veux » de saint Augustin, au « fais ce que voudras » de Rabelais, il n'y a qu'une seule voix, qu'un seul cri, et peut-être devrais-je dire qu'un seul hurlement. Merci beaucoup. C'était donc Gauthier Deveau de Sorbonne Université. Et maintenant, on va entendre les deux autres candidats qui vont parler du même sujet, qui est « Faut-il viser le cœur ?» Et d'abord, Bérénice Bichon, qui est en thèse au Muséum d'Histoire Naturelle, associée à l'Alliance de Sorbonne Université, va défendre la thèse que oui, il faut viser le cœur. Bérénice. Objection, Votre Honneur. Nous sommes aujourd'hui le 14 février d'une année quelconque, à Paris. Les petits oiseaux chantent, les chauds rayons d'un soleil de fin d'hiver viennent caresser votre âme et la font frissonner. Vous bondissez de nuage en nuage, vous êtes heureux, somme toute, bref, c'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin, certes, et je conçois que cela puisse occulter à vos yeux tout le reste, mais c'est avant tout aujourd'hui qu'a lieu le procès le plus médiatisé du XXIe siècle. C'est aujourd'hui que se tient, ici même, au sacro-saint palais de justice de Paris, le procès du dandy le plus convoité de notre ère,
Et non, je vous vois venir, il ne s'agira pas de Johnny Depp, mais bien de Don Juan. Et c'est Maître Bizet, Carmen de son prénom, mezzo-soprano la plus réputée du barreau s'il en est, qui avait été mandaté par notre homme pour appuyer sa défense et qui venait de manifester son objection. Mon client, ici présent, est condamné à la potence pour avoir joué les jolis cœurs avec la jante féminine. Remarquez que pour un bourreau des cœurs, la potence, c'est un comble. Et pour avoir, dixit, abusé de leurs bons sentiments en les charmant, en les utilisant et finalement en les délaissant. Votre honneur, je ne crois pas que dans ce genre d'affaires, il puisse y avoir un parti plus inculpable que l'autre et que tout jeu de séduction puisse se résumer à une simple partie de cartes où l'as de cœur sort gagnant et la dame de pique se transforme en mistigris. Je crains donc ici de devoir dénoncer, et croyez bien que je ne le fais pas de gaieté de cœur, la fierté déchue de toutes les femmes qui se sont entichées de Don Juan et qui n'ont trouvé d'autre remède à leur peine face à l'inconstance de ces sentiments que nous connaissons tous bien que le lynchage sur la place publique. Laver son linge sale ainsi, je ne vous le cache pas, cela m'écœure un peu. Car en effet, si l'on peut reprocher à mon client son côté versatile, sa sincérité ne peut en rien être remise en question. C'est un homme sensible, de goût, presque un peu trop, je vous l'accorde, qui aime et qui aime aimer. En ce sens, je suis convaincu, votre honneur, qu'il serait inhumain de condamner un homme pour avoir été trop sincère et pour vouloir peut-être l'être effectivement avec chacune. Un homme aux yeux duquel le charme est unique et chaque parfum mérite d'être poursuivi, bref, un homme qui sait viser le cœur des femmes. Maître Bizet venait de s'adonner à cœur perdu dans son exercice préféré, un plaidoyer où chaque respiration était ponctuée d'un pathos très prononcé, avec pour seul dessein de réveiller certaines émotions dans le petit cœur de la juge. Eh bien, je suis convaincu qu'elle a eu raison et qu'elle a adopté la bonne stratégie. Et de fait, à la question « faut-il viser le cœur ?», je réponds sans une once d'hésitation que oui, et que s'il me l'avait demandé, il est certain que j'aurais mis tout mon cœur à l'ouvrage pour défendre Don Juan et lui donner raison dans sa frivolité pathologique. Si je suis partisane du fait qu'il vaille viser le cœur, c'est bien parce que je parle ici en premier lieu du cœur d'autrui. Viser le cœur des autres, c'est en quelque sorte jouer les snipers sociaux dans un contexte de séduction sociale où plaire rime avec satisfaire. Viser le cœur de l'autre, c'est chercher à le séduire, à gagner son estime et son attention, certainement pour mieux l'utiliser ensuite. Ça peut paraître trivial, et je le vois bien dans vos regards interloqués face à un tel utilitarisme, mais croyez bien que vous-même, vous agissez régulièrement de la sorte. Quand vous vous rendez, à titre d'exemple, en retard à cet entretien d'embauche ayant préféré rester blotti dans les bras de Morphée plutôt que d'écouter votre réveil, et que vous prétextez avoir dû relever une vieille femme percutée par un skateboarder fou en bas de ce building où vous vous trouvez, vous justifiez ce retard. Que tentez-vous de faire en réalité ? D'émouvoir votre interlocuteur ? Mais pourquoi donc ? Vous n'êtes pourtant pas venu jouer une petite pièce de théâtre aussi ? Vous cherchez à le toucher, à faire vibrer sa sensibilité pour qu'il se dise que vous êtes quelqu'un de formidable et qu'en plus de vous donner le poste, il vous remettra également la médaille du mérite. Viser le cœur, c'est faire parler son instinct de survie qui saura dire à l'interlocuteur ce qu'il a envie d'entendre, pour lui plaire et pour se sortir d'affaire finalement. La réponse très universelle du « Oh merci, ça me va droit au cœur » lorsque l'on fait un compliment n'est que le résultat, là encore, de l'exercice personnalisé d'une séduction sociale extrêmement assumée. Le compliment est une douce mélodie jouée au pipeau. L'auteur de ce compliment est un fakir. Et vous, eh bien vous êtes le serpent. Vous êtes la marionnette, le dindon de la farce qui danse parmi tant d'autres dans ce marivaudage géant qu'est la vie. S'il est commun de dire qu'il faut viser la lune pour retomber dans les étoiles, eh bien je suis partisane du fait qu'il faille viser le cœur pour retomber dans les petits papiers de tout un chacun.
je remarque que même si vous souriez, vous n'êtes pas convaincu. Et je peux entendre d'ici vos cris d'insurgés, le cœur au bord des lèvres, tant mon cynisme de cœur de pierre vous donne la nausée. Mais Bérénice, voyons, sous-entendrais-tu que la gentillesse, la bonhomie n'est que le déguisement des manipulateurs et que les bons sentiments n'existeraient pas? Eh bien, vous vous méprenez. Et il s'agit là de distinguer deux cas de figure. Justement, bien au-delà de la simple séduction sociale intéressée, le fait de viser le cœur est aussi et avant tout une recherche de sincérité. Le cœur n'est-il pas après tout l'écrin dans lequel vient se cacher notre âme? Viser le cœur, ce serait alors parler à l'âme et se mettre en quête du moi profond de chaque être? Mais pour ce faire, il faut aussi savoir viser son propre cœur et aller chercher au fond de soi-même ce qui nous anime réellement. Je ne vois pas meilleur exemple à citer à nouveau ce soir pour illustrer mon propos que la scène du balcon dans Cyrano de Bergerac, où Cyrano, se faisant passer pour Christian, tente de séduire Roxane dans l'obscurité. Si Cyrano ne s'employait initialement qu'à servir les intérêts de Christian, c'est en laissant son amour pour Roxane émerger de son âme qu'il a su faire jaillir la sincérité de son cœur. En parlant des mots de Roxane, il dit « C'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite. » Le cœur a ses raisons que la raison ignore, Pascal avait vu juste. Et il aurait pu compléter son adage pour appuyer Cyrano en disant que le cœur entend des mots que l'oreille méprisera. Viser le cœur, c'est chercher à connaître le vrai visage de l'autre, mais aussi dévoiler le sien dans une démarche profondément désintéressée. Je doute que, lorsqu'il s'amuse à tirer ses flèches à travers le monde, Cupidon se préoccupe de l'effet qu'il fera et de combien chaque flèche lui sera utile en termes de service rendu par la suite. D'aucuns parmi vous me semblent toujours pas adhérer à mon argumentaire, et je peux lire dans leurs yeux qu'ils me rétorqueraient bien volontiers que viser le cœur, ce n'est possible que dans l'éventualité d'une rencontre et où il se trouverait un cœur en face, et que tout seul, mieux vaut après tout ne pas le viser, puisque cela ne servirait à rien, si ce n'est de contempler sa propre solitude. Eh bien là encore, détrompez-vous, car viser le cœur, c'est aller à l'essentiel, et ne pas s'égarer en méandres infinis qui nous empêchent de vivre. J'espère ne rien vous apprendre en vous rappelant que le cœur est l'organe qui permet d'irriguer tous les autres en sang. Viser le cœur, c'est se recentrer sur cette fonction vitale, c'est être avide de vie, c'est aller directement là où celle-ci jaillit, là où le souffle vient poindre. Viser le cœur, c'est chercher l'immédiateté, tant pour faire émerger la vie que pour la faire disparaître. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que, dès notre plus jeune âge, nous apprenons que la chanson « Stayin' Alive » peut avoir une signification tout autre que la simple danse en rythme quand il s'agit de viser le cœur, et même d'ailleurs surtout de le réanimer. Finalement, viser le cœur, c'est véritablement trouver un chef d'orchestre qui saura faire jouer toute la partition de nos vies, tantôt en faisant sangloter les violons des cœurs d'autrui, tantôt en réveillant la caisse claire qui sommeille en nous, tantôt, enfin, en mettant un point d'orgue, le moment venu, à cette longue symphonie. Éreintée, après une journée à plaider à cœur ouvert la dévance de Don Juan, Carmen, maître Bizet, avait finalement obtenu gain de cause, sans surprise. Libéré, Don Juan s'en était allé sautillant conter fleurette à la juge, tout en ayant promis un dîner à son avocate pour la remercier. Ce que l'histoire avait tu, c'est que tous deux étaient fiancés et que la veille du procès, Don Juan avait fait une déclaration enflammée à Carmen. Cette dernière, se targuant d'être devenue la nouvelle femme la plus détestée, avait fièrement défendu ses couleurs au cours du procès. De retour chez elle, elle trouva délicatement accrochée sur sa porte une enveloppe et une rose rouge. Quel homme délicieux, pensa-t-elle, en gloussant de satisfaction tout en ouvrant l'enveloppe. Son visage se glaça d'un coup,
lorsqu'elle lut inscrit sur la petite carte « Loin des yeux, loin du cœur, tu me manqueras, Carmen, mais je ne t'oublierai jamais. Adieu. » L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, Carmen le savait pourtant bien, mais Don Juan avait manifestement su le lui faire oublier l'instant d'un procès. Elle avait voulu jouer, mais c'est lui qui avait gagné. Il avait tiré en plein dans le mille, et pourtant, ça aussi, elle le savait, au jeu des fléchettes du cœur, nul ne savait mieux viser que Don Juan. C'était donc Bérénice Bichon pour Faut-il viser le cœur? Oui. Et nous écoutons désormais déjà le dernier candidat, Lucas Lallemand, qui nous vient de l'Université technologique de Compiègne, de l'UTC, et qui va défendre que non, il ne faut pas viser le cœur. Lucas, vous avez 10 minutes. J'ai longtemps été un amoureux transi. J'aurais du mal à dire si c'était la faute de l'afflux d'hormones adolescentes ou de la pile de livres à l'eau de rose qui siégeait sur ma table de nuit. Mais de mes 13 à mes 20 ans, il ne se passait pas une semaine sans que je descende les escaliers en courant et que j'ouvre la porte du bureau en criant « Maman, maman, je suis amoureux !» Je sais, mon chéri. Toutefois, si, comme on le dit parfois, la vie est un roman, elle n'a pas toujours été pour moi un roman de Guillaume Musso. Et ces amours juvéniles, pures, bouillonnantes, n'ont pas été aussi concluantes que je l'eusse espéré. À force de collectionner les non-réciprocités, j'en suis venu à me demander s'il n'y avait pas quelque chose de mystique là-dedans. Un petit diablotin, caché derrière mon épaule, qui ferait tout son possible pour que les choses se passent le plus mal possible. Oui, c'était ça. Rien à voir avec mon monosourcil, mon acné ou mon appareil dentaire, non. Si mes relations amoureuses ne fonctionnaient pas, c'était nécessairement parce qu'un malin génie était derrière tout ça. C'est certain. Ce malin génie n'existait que pour une seule chose: me détruire. Et il avait alors tenté de s'attaquer à ce qui lui paraissait le plus dévastateur. Mon pauvre cœur. En réduisant mon cœur en poussière, il était certain que je n'y survivrais pas. Pas très efficace, le démon. Pour un être envoyé par le diable himself, il aurait quand même pu pousser un peu plus loin la réflexion. C'est vrai, si on cultivait des envies suicidaires au premier bouquet de fleurs envoyé au visage, cela ferait bien longtemps qu'on aurait réglé le problème de la surpopulation. Si l'on veut réellement faire tomber quelqu'un, il existe des moyens diablement plus efficaces. Si l'on veut abattre l'ennemi, rien ne sert de viser au cœur. Car pourquoi cherche-t-on à éliminer quelqu'un? Pour l'empêcher d'agir. Mais le cœur n'agit jamais seul. Le cœur n'est pas réellement en charge. Ce n'est pas lui qui opère. Il est certes un amorceur, un catalyseur, mais certainement pas un acteur. A-t-on déjà vu quelqu'un gagner une médaille d'or grâce à son cœur uniquement? Existe-t-il des Legos s'assemblant par le cœur? Le cœur n'est pas compétent. Dans le Cid, Don Diego est un vieux général de guerre, humilié et souffleté par l'arrogant Don Gomez. Désirant se venger, il apostrophe alors son fils et lui demande « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Rodrigue, lui, sait qu'il possède le cœur, le courage de faire ce qui est nécessaire. Mais ce fameux cœur, que l'on présente ici comme l'essence de la scène, n'est encore qu'un prétexte.
car par la suite, ce sera le bras, et le bras seul qui rendra justice. Et si Corneille, dans un élan transgressif, avait décidé de faire naître son personnage de Roderick sans bras, il aurait été bien malin. Il aurait certes eu toute la volonté de l'univers, je ne vois pas ce qu'il aurait pu accomplir. À la fin de l'envoi, il faut bien toucher. La témérité ne suffit pas. Viser le cœur ne sert à rien. Ne perdez pas votre temps à tenter de l'atteindre. Vous voulez abattre votre ennemi? Visez autre chose. Visez les bras et vous l'empêcherez d'agir. Visez les jambes et vous l'empêcherez de se mouvoir. Visez le ventre et vous l'empêcherez de reprendre sa respiration. Et enfin, visez la tête et vous serez enfin sûr et certain qu'il ne se relèvera jamais. Certains amoureux des bons mots me répondront avec un sourire au coin des lèvres que on peut bien leur percer les pupilles, ils continueront à voir quand même. Car comme disait Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Je les invite donc à tenter de traverser l'autoroute A4 en utilisant uniquement leur cœur. On verra si l'essentiel est sauf. Par ailleurs, lorsqu'on est mis face à une situation désagréable, on pense fréquemment que c'est en visant le cœur de ce problème que l'on parviendra à le résoudre. En l'affrontant, en ne se débinant pas, en prenant le taureau par les cornes. Je me permettrai toutefois d'émettre une certaine réserve. Ne serait-ce pas plutôt en s'intéressant au problème sous tous ses bords, également dans les périphéries, que l'on parvient à remarquer des aspects inconnus jusqu'alors. En se concentrant sur le cœur des choses, en fonçant vers celui-ci, on emprunte le chemin qui nous semble le plus direct, le plus rapide, le plus sûr pour achever notre quête. Mais avez-vous remarqué le petit chemin à gauche? La petite route à droite? Et si c'était un raccourci? Prenons donc une image d'Épinal. Le repas de famille qui se passe mal. Tonton est compliqué. Tonton est de mauvaise humeur, tonton parle mal, tonton a les joues un peu rouges, tonton est agressif. Bref, tonton est pénible. Comme d'habitude, d'ailleurs. Les repas se passent toujours très bien sans lui. C'est clairement lui le problème. Non, c'est sûr, c'est la dernière fois qu'on l'invite ce soir. Il y en a marre. Vivement qu'il parte, vivement qu'on puisse respirer un bon coup. Mais quelqu'un a-t-il demandé à tonton comment il allait? Quelqu'un a-t-il déjà pris le temps de savoir comment se passait son travail? Comment avançaient les travaux de sa maison? Bien sûr, rien ne légitime sa violence, mais vous savez pertinemment que la confrontation ne mènera nulle part. Soyez plus subtil. Tentez une voie parallèle. En cherchant obsessivement le cœur, on se met à nous-mêmes des œillères. On restreint notre perception. Les opérations à cœur ouvert sont les plus délicates à exécuter. Laissons-les aux professionnels. Finalement, arrivé ici, on peut se demander d'où vient cette toquade pour le cœur. C'est vrai. Pourquoi chercher ainsi à le viser? Quel est l'intérêt? Lorsqu'on vise le cœur, on ne cherche évidemment pas à viser un bloc de chair sanguinolent. Non, on cherche autre chose. Le cœur, c'est le sentiment, c'est le profond, c'est l'intime. C'est eux que l'on cherche à toucher.
Et pourquoi on cherche à les toucher? Justement, parce qu'on les sait fragiles. On connaît la sensibilité, la faiblesse du cœur. Mais ce n'est pas juste. Personne ne devrait se faire attaquer sur ce terrain-là. Quand vise-t-on le cœur? Dans un débat, on le vise lorsqu'on sait qu'on est en train de perdre la bataille argumentative. On cherche à titiller l'ennemi, à toucher la corde sensible pour le faire sortir de ses gonds. Ou on cherche aussi à enfumer l'Assemblée, à l'émouvoir pour éloigner le réel débat. Tout le monde le sait, on le crie sur tous les toits. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors lorsqu'on ne peut attaquer la raison, on s'attaque au cœur. Mais comment la vérité? Comment la vérité vraie peut-elle sortir dans ces conditions? Nous cherchons tous ici, scientifiques ou littéraires, optimistes ou pragmatiques, à accéder à une forme de vérité. C'est de cette envie justement que naissent les débats. Mais viser le cœur, c'est jouer sur la versatilité des sentiments humains. Ce n'est en aucune façon une manière de trouver le vrai. C'est vouloir simplement gagner le débat. Bravo, vous l'avez gagné. Et qu'en reste-t-il? En visant le cœur, en tentant vainement de persuader plutôt que de convaincre, on joue le jeu des sophistes. Tenter d'atteindre le cœur, c'est enlever au débat toute sa noblesse, toute sa portée philosophique. C'est préférer une victoire personnelle, instantanée, à l'émergence d'une vérité collective. Socrate, père de la philosophie occidentale, a basé sa pensée sur un éloignement affirmé de toute forme de sophisme. Il a désiré éloigner les tours de passe-passe afin de ne chercher que le vrai, que le solide, que l'éternel. 2000 ans plus tard, Descartes, figure de la rationalité française, a poursuivi dans cette voie et confirmé la rigueur argumentative et intellectuelle comme indispensable au décèlement du vrai. Ainsi, dans le prolongement de cet héritage, j'ai l'espoir que la prochaine fois qu'on s'attaque à moi, on s'attaque à la profondeur de mes arguments plutôt qu'à la ringardise de mes chaussettes. Viser le cœur, en plus d'être, comme nous l'avons vu, d'une efficacité plus que discutable, s'apparente, je le crois, à une forme d'indignité. Le cœur est magnifique en ce sens qu'il transpire de cette inconstance typiquement humaine. Nous avons, tout un chacun, déjà fait l'expérience de cette triste fragilité. Et c'est par respect pour cette histoire que nous avons, d'une certaine manière, un peu tous partagé, que je me refuse à entrer sur ce terrain-là. Pourquoi s'acharner à viser le cœur? Le cœur est déjà si sensible. Il finira par se tuer lui-même. Alors en attendant, accordons-lui donc un peu de répit. Laissons-le tranquillement où il est, caché, bien au chaud. Bien, merci beaucoup. Vous avez pu juger le public, le jury, de la difficulté de l'exercice sur des sujets eux-mêmes difficiles. Et donc, je vous propose qu'on applaudisse déjà et de nouveau les 4 candidats. Et donc, passé ce moment d'unanimité, nous allons choisir, ou le jury va choisir plutôt, et va se retirer dans un petit instant pour évaluer tous les aspects des performances que vous venez d'entendre.
à la fois le fond, bien sûr, la validité des arguments par rapport au sujet, la difficulté du sujet aussi, peut-être, la créativité, l'ingéniosité, la beauté aussi de ces discours, et la performance en elle-même, la manière de s'exprimer, etc. Donc tous les critères vont être donc pris en compte pour déterminer le ou la gagnante de Fleur d'Éloquence 2022. Pendant ce temps, pour vous, public qui restez sur place, les candidats et candidates vont être interviewés par Guillaume Ouattara, qui est un de leurs formateurs, gagnant de Fleur d'Éloquence par le passé. Dans un passé très proche, naturellement, Guillaume, et qui est journaliste aujourd'hui et qui va donc s'entretenir un peu avec les candidats. Et nous revenons dans un futur proche pour annoncer donc le palmarès de cette édition. Donc je vous dis à tout de suite. Un, deux. Est-ce que vous m'entendez bien dans le public ? Parfait, parfait, parfait. J'ai un petit test micro. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'animer cet après-match. J'ai toujours rêvé d'être journaliste sportif. Et ce soir, je pense que le combat va être animé. Alors, je vais d'abord appeler nos vaillants combattants du soir, encore sous vos applaudissements. Ils les méritent beaucoup, qui vont venir à mes côtés. Et je dois vous dire que ce soir, j'ai deux sources de satisfaction. La première source de satisfaction, alors on a parlé d'un passé proche, mais je me rends compte que c'est déjà la 8e fois que je viens à Fleur d'Éloquence, donc le passé commence à un peu s'éloigner, mais c'est pas grave. Je suis très heureux d'avoir fait ma finale en 2015, parce que j'aurais absolument pas voulu être l'un de ces finalistes, tellement le niveau est considérable. Donc ça, c'est ma première source de satisfaction. Et la deuxième source de satisfaction que j'ai, c'est que je suis avec vous et pas dans le jury. Bon courage à eux, vraiment, pour ça. Pendant les quelques minutes qu'on va passer ensemble, on va essayer de débriefer un peu vos performances, de donner peut-être des grilles de lecture aussi sur ce que vous avez fait. Et puis, on avait commencé l'an dernier en faisant un face-à-face avec les candidats. Là, je les ai tous réunis parce que j'ai aussi envie de les entendre un petit peu revenir sur les sujets des uns des autres, peut-être s'attaquer, comme le jury n'est plus là, en plus tous les coups sont permis, donc on va tenter ça. Je vais laisser nos deux derniers finalistes un peu de côté pour l'instant, le temps qu'ils reprennent leur souffle et qui se remettent en forme. Vous avez de l'eau si vous souhaitez, et on va commencer avec toi, Lola. Je pense qu'il y a une question qu'on se pose tous et toutes. Quand on arrive comme ça sur cette scène devant quasiment, je vais faire mon politique, 2000 personnes, est-ce que, et je pense connaître la réponse, mais est-ce que c'est un exercice que tu avais déjà pratiqué par le passé ? Est-ce que tu as déjà fait comme ça des concours de plaidoirie, d'art oratoire ? Est-ce que c'est quelque chose qui était totalement familier ? Alors, merci Guillaume pour cette question. En effet, j'ai déjà fait du théâtre, voilà, donc je suis plutôt habituée à me donner en représentation théâtrale. Néanmoins, il est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de présenter un discours devant une salle, sur une estrade. Il est vrai, hormis à l'amphithéâtre Louis Liard. Pour le second tour, voilà, mais c'était il y a quelques semaines seulement. Mais... Et tu peux en témoigner, il y a des différences fondamentales entre être comédienne et finalement venir être dans une posture plus d'éloquence. C'est quoi les différences que tu as pu percevoir ? Oui, tout à fait. Je pense qu'avant tout, être comédienne, c'est incarner un rôle. Voilà, c'est vraiment de l'anglais embody. Hein, of course. Voilà. C'est incarner un rôle et c'est vraiment se mettre à la place du personnage que l'on va créer, voilà, que l'on va représenter. Et dans l'écriture du discours, c'est tout à fait différent. Il s'agit vraiment de composer avec ce que l'on pense personnellement, même si parfois des questions peuvent être un petit peu compliquées. Par exemple, faut-il hurler avec les loups ? Oui. Bon, comment est-ce que Gauthier a pu se dire oui, il faut faire comme tout le monde, tout à fait. Il faut que ce soit... attaque, ça commence, j'adore. Il faut que ce soit crédible et même si on n'est pas forcément d'accord à première vue, il faut quand même trouver les arguments, voilà. Mais c'est quand même très différent.
bien que, par exemple, Bérénice et Lucas. Bien que Ils apprennent à se connaître. Oui, bah en même temps, on a d'un côté Sorbonne, université, de l'autre l'UTC. Donc c'est des publics qui se rencontrent, qui se découvrent. Des meutes qui se forment. Et Lucas donnait une représentation un peu plus théâtrale, moins dans les clous du discours qui est convenu, c'est vrai. Mais oui, ce sont deux exercices différents dans l'écriture. Voilà. Gauthier, toi, tu avais quelle expérience avec la prise de parole publique? Est-ce que tu étais familier de ça? Est-ce que, au contraire, c'était un exercice nouveau? Raconte-nous. En fait, ça me fait rire. Je crois que mon premier grand discours, c'est quand j'avais 12 ans, au mariage de mon frère, où j'avais fait j'avais lu pour tous mes frères et sœurs le discours. Mais à part ça, en fait, oui et non, parce que de temps en temps, je suis prof en lycée. Et donc, alors c'est moins impressionnant, il n'y a pas de spot, il n'y a pas... Là, j'ai l'impression d'être au Seychelles. Hein, mais, mais c'est relativement analogue, enfin, en partie. Après, là, c'est quand même un peu plus confortable parce que on peut préparer beaucoup. On a le temps d'écrire les textes et tout, alors qu'un cours, c'est plus compliqué. Ouais, et puis il y a de l'interaction, il y a de la joie aussi, ou du désespoir dans l'auditoire quand on fait cours, c'est vrai. Lucas, toi tu vas me dire, parce que je ne l'ai pas encore entendu, que c'était vraiment la première fois que tu faisais des discours comme ça, que tu n'as aucun rapport à la prise de parole publique, et comme ça je vais pouvoir faire le moment où je dis, bah voilà, c'est ouvert à tous, tout le monde est éloquent. Alors tu avais déjà parlé en public ou pas? J'ai fait du théâtre. Et Bérénice, tu as déjà fait t'as fait la formation Fleur d'éloquence? Moi j'ai tout fait. Ok, bon. Mais pour autant, ce qui est fou, c'est que... non, mais ce qu'il faut retenir, ben oui, ils ont tous eu une expérience, ils ont fait du théâtre, etc. Mais cet exercice est extrêmement cadré, puisqu'il faut, il y a un auditoire qu'ils ne connaissent pas, qu'il va falloir séduire de manière assez rapide, et donc il y a tout un tas de petites astuces qu'ils ont apprises grâce à la formation, et là où je voulais en venir, c'était sur peut-être, même quand on a fait du théâtre, l'exercice est très codifié, il y a des règles à suivre, et d'un seul coup, vous avez commencé la formation en février, on est au mois de mai, en quelques mois à peine, ils sont devenus ces bêtes d'éloquence, ces loups verbaux que vous avez vus. Lucas, je reviens vers toi. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être les coulisses de l'écriture d'un discours? Parce que tu reçois le sujet à Bérénice, je sens qu'il y a des anecdotes aussi derrière, on va t'inquiète pas, on arrive. Lucas, on commence par toi. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Déjà, tu reçois le sujet, qu'est-ce que tu te dis? Moi, j'étais en cours quand j'ai reçu le sujet de la finale, en l'occurrence. Donc tu n'avais pas ton téléphone parce qu'on n'a pas le téléphone en cours, c'est ça? Non, c'était mon ordinateur. D'accord, c'est encore pire, terrible. Et donc j'ai commencé à écrire directement les premières idées que j'avais. Je pense que moi, pour ma part, c'est un peu comme ça que je fonctionne, c'est que directement, il y a il y a mes arguments qui me viennent assez vite en tête. Et je commence à écrire des petites idées, des petits bouts de phrases, des trucs un peu parlants qui me viennent. Et ça fait un peu un micmac que j'assemble au fur et à mesure. En fait, je fais un truc assez brouillon et j'affine petit à petit au fur et à mesure des jours. Et ça te prend combien de temps? Tout ça, moi, c'est une curiosité que j'ai. Combien de temps entre le moment où tu reçois le sujet et le moment où tu peux déclamer la première fois ton discours complet, même s'il y a eu des ajustements, j'imagine, après, combien de temps ça t'a pris? Ça dépend du temps qu'on nous donne. Pour la demi-finale, on avait 5 heures, donc ça a été fait en 5 heures. Là, on avait 10 jours, ça a été fait en 10 jours. Et quand est-ce que... Ça vous plaît, hein? C'est une réponse de Normand, on adore. Très bien, donc 10 jours d'écriture intense. Bérénice, pourquoi t'as rigolé quand on parlait du moment où on reçoit le discours et le moment où on l'écrit? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai rigolé parce que mes heures de créativité littéraire sont la nuit, à l'évidence, et plutôt la nuit sous pression maximale en fait. Donc ça veut dire que t'as commencé à le rédiger C'est-à-dire que en réalité, j'y pense. Est-ce que 23h c'est hier ou c'est déjà aujourd'hui? C'est très tôt, 23h pour moi. Non, j'y pense beaucoup parce que j'ai beaucoup de temps de transport en commun en fait et ça paraît stupide, mais finalement c'est vraiment le lieu où la créativité s'exprime tant il y a une diversité de choses qu'on peut observer. Et j'y pense beaucoup, peut-être pendant une semaine et après je l'écris en 2 heures. Ça t'a mis 2 heures à écrire? À peu près. Et t'as commencé quand? Non mais vraie curiosité, en plus je ne nous entends pas, j'espère. T'as commencé quand du coup? Allez, l'honnêteté, la transparence. J'ai écrit l'exorde et
la moitié de la narration mercredi soir et tout cette nuit, le reste. Ok. Donc c'est un travail, Voilà. c'est fou. Ça veut dire que, mais c'est à l'image et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on découvre un petit peu la créativité, on découvre son rapport à tout ça, donc moins de 24 heures, quoi. Ouais, après j'y ai beaucoup pensé et je pense que ça revient presque au même. Enfin, j'avais presque tout réfléchi. Je vais pas faire la maline en disant qu'en 2 minutes c'était écrit. Non, j'y ai réfléchi très longtemps. Ok, bon, Voilà. bah, très bien, bravo en tout cas. Je reviens vers toi Lola, j'aime bien, j'ai cette petite assise qui est sympa. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je suis désolé. C'est pas moi qui suis évalué aujourd'hui, donc c'est pour ça. Il y a peut-être quelque chose qui m'a marqué par rapport aux autres années. Je pense que, enfin, je parle presque au nom des formateurs, mais qui sont morts de rire. Mais non, il y a quelque chose qui m'a marqué pour avoir vu maintenant 8 sessions de Fleurs d'éloquence. C'est que vous êtes sortis, et c'était cool, d'une forme, tous et toutes, de politiquement correct. Je m'explique. Quand on va comme ça devant un auditoire, qu'on prend la parole pour la première fois, qu'on sait qu'on est jugé, en plus c'est des jurys très impressionnants, on a envie de dire des choses qui plaisent à tous, on a envie de pas trop se mouiller. Toi, tu as osé sortir du politiquement correct, osé parler de sujets qui sont des sujets parfois clivants, osé nous remettre en question de manière collective sur notre propre pratique, parce que j'imagine que comme moi, au moment où elle racontait le silence ou plutôt le hurlement de meute au milieu de tout le monde, on a tous eu ces images où parfois on a hurlé à tort ou à raison. Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, allez, banco, j'y vais, et puis même s'il y a telle personne qui sera pas d'accord avec moi, c'est tant mieux. En fait, moi, je rejoins beaucoup Bérénice dans la mesure où, pareil, j'ai pensé au sujet pendant une semaine et je l'ai écrit non, je l'ai écrit très tôt. Tu l'as écrit quand? Du coup, c'était tout à l'heure, si c'est à 2h du matin. C'était tout à l'heure, ouais. Non, je terminais de l'écrire à 2h du matin, je vais commencer mercredi, voilà. Mais j'y ai pensé durant une semaine. En fait, je pense que ce qui est très important, c'est de se servir de l'état dans lequel nous sommes lorsqu'on fait du théâtre. Il ne s'agit pas forcément d'aller chercher un état pour le retranscrire dans un discours qui soit politiquement correct ou très convenu, mais de se servir de ce que l'on ressent vraiment pour que ça soit en fait le plus véritable possible et que ce soit vraiment du ressenti pur et que ce soit pas menti. Moi, je pense que ce qui est très important, c'est de ne pas mentir au public lorsqu'on s'adresse à eux. Il ne faut pas affirmer... Alors oui, c'est vrai que l'aplomb, ça peut faire passer tout et n'importe quoi, mais très généralement, lorsqu'on affirme quelque chose avec aplomb, je pense que c'est important de le penser et de le croire. Et tout ce que j'ai écrit, tous les discours que j'ai écrits, du premier tour jusqu'à la finale, je les pensais. Voilà, même si ce ne sont pas du tout des faits autobiographiques ou c'est vraiment de l'invention, mais je le pense sincèrement. Et je crois que je peux être entendue. Ce sont des points de vue qui sont entendables, même si ce n'est pas forcément très convenu, mais on peut l'entendre. Voilà. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, je pense, et vous l'aurez remarqué, quand on tape sur des moteurs de recherche, concours d'éloquence, vous trouvez très rapidement des vidéos qui ont 50 000, 60 000 vues d'autres écoles, enfin voilà, de plein d'endroits différents. Si certains ont déjà regardé, moi de manière générale, ce que je trouve, c'est qu'il y a une certaine vision de l'éloquence qui est proposée. C'est l'éloquence par la grandiloquence, par le bon mot, par une espèce de bonhomie, de sympathie, etc. Ce que j'ai remarqué ce soir, je pense que vous l'avez remarqué aussi, c'est que là, on avait des formes d'éloquence qui étaient vraiment très diverses les unes des autres. Comment tu alors c'est compliqué comme exercice, mais comment tu caractériserais le style que tu emploies argumentatif? Parce que c'est pas une argumentation, premier point, deuxième point, troisième point. Comment tu dirais que tu le fais? J'ai beaucoup de mal avec ça parce que c'est pas du tout logique en fait. Je suis pas. Alors premièrement, je pense que l'argumentation en fait, elle est tout simplement émotionnelle. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense qui est juste. Et un sentiment n'est jamais dans la fausseté puisque par essence un sentiment c'est un sentiment. Et la manière de le décrire, c'est tel que je le ressens en fait. C'est comme ça. Voilà, je le dis. Ouais. Un petit mot, Gauthier, peut-être sur la manière dont on construit son discours. Comment ça se passe sur le tissu argumentatif? Comment toi tu t'y prends pour faire émerger des idées? Comment ça s'est passé de ton côté? Un peu comme, encore une fois, un peu comme Bérénice, avec l'histoire de... Enfin, c'est une image qui me fait rire, du magma
qui commence à monter. Puis à un moment, faut que ça sorte parce que le concours est dans 2 jours. Donc faut bien écrire, quoi. Et justement, tout ce moment du magma qui monte, moi, c'est là, en l'occurrence, peut-être moins sur le premier discours, mais c'est des associations d'esprit. Là, j'avais le mot loup, hurlement, mais surtout loup, et donc toutes mes références littéraires autour du loup, je les ai reliées petit à petit pour essayer de faire un truc cohérent, et ensuite de construire une défense de la thèse qu'on m'obligeait à défendre, quoi. Parce que... Mais ça allait, ta thèse, tu te sentais bien avec ou comment ça se passait? Oui. Moi, j'aime bien être pas d'accord avec les gens. Et comme donc là, le problème, c'est qu'il fallait dire qu'il faut être d'accord avec tout le monde. Mais en même temps, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut pas être d'accord avec tout le monde. Du coup... Et que le désaccord est la base. Du coup, c'était cocasse. Mais pareil, j'y ai pensé. Viser le cœur, c'était la même chose. Il y avait quelque chose de très méta-discursif. Exactement. Oui, c'était... Comment vous... Non mais ça, c'est vrai. Comment vous avez trouvé vos sujets de manière générale? Est-ce que c'était... est-ce que vous vous êtes dit... parce que, alors, avant de dire ça, je suis en train de m'empêtrer, je me suis demandé comment on pouvait définir Fleur d'éloquence et comment on peut définir ce qui vient de se passer. Et je me suis noté ça. Tiens, Lucas, tu vas me dire si ce que je dis est pertinent ou pas. Mais je me suis dit, Fleur d'éloquence, c'est quand même des questions qu'on ne s'est jamais posées et des réponses dont on se demande pourquoi on les a jamais entendues avant. C'est-à-dire que moi, hurler avec les loups ou viser le cœur, en soi, ça ne me traverse pas l'esprit. Et pourtant... à vous écouter, et je pense que c'est le sentiment global. Enfin là, j'en sors en me disant, mais ouais, effectivement, quoi, le cœur, et puis les loups, et puis la meute, et les moutons. Alors justement, est-ce que toi, comment on fait, je vais reformuler ma question, comment on fait pour faire d'un sujet qui en soi, comment on fait pour donner quelque chose de si intense, de si personnel, de si nourri? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je pense qu'en fait, c'est des petites questions comme ça qui sont révélateurs de débats bien plus globaux. En réalité, tout le monde s'en fiche de savoir s'il faut hurler avec des loups, ça n'a aucun sens. Mais la vraie question, c'est ce que Lola et Gauthier, c'est ce de quoi ils ont parlé, c'est est-ce qu'il faut rester avec le collectif, est-ce qu'il faut plutôt s'en éloigner, etc. Pareil pour faut-il viser au cœur, c'est ridicule, c'est pas une vraie question. Mais c'est révélateur. Non, ça ne l'est pas. Bérénice d'ici. Mais c'est révélateur de... En réalité, il faut, je pense, s'éloigner, en fait, partir de ces questions-là comme base, se surélever sans l'éloigner, pour en fait parler de choses qui sont bien plus parlantes à beaucoup plus de monde. Voilà. Est-ce que c'est pas ce qui nous manque? Non, mais c'est très intéressant. Mais justement, toi qui deviens, et on peut le dire, vous devenez des experts de la prise de parole, du discours. Non, mais c'est peu dire que vous êtes des experts. Du coup, j'imagine que vous avez maintenant un regard peut-être plus critique sur les débats que vous voyez, les discours que vous voyez. Est-ce que tu penses pas qu'il manque parfois cette prise de recul? C'est-à-dire que, par exemple, on peut parler actualité ou pas? Tucci, quand on se pose beaucoup de questions sur la tenue vestimentaire qu'on met dans une piscine et que ça devient le sujet primordial, est-ce qu'il ne manque pas une prise de hauteur qui peut y avoir dans vos discours? Et est-ce que tu n'as pas un regard un peu critique sur la prise de parole médiatique? Si, un petit peu, on remarque peut-être un petit peu plus facilement les procédés rhétoriques, les petits tours de passe-passe, les petites facilités. Ce qu'il faut s'élever, moi j'en sais trop rien, moi je fais des maths, je vous avoue que... Non mais je laisse ça aux professionnels. Bérénice, qu'est-ce que ça a changé, toi, Fleur d'éloquence, dans ton quotidien, dans ta manière d'appréhender les choses, dans ta manière de travailler? Est-ce que tu as vu des changements dans ta vie? Bon, ça peut être des micro-changements, hein, c'est pas non plus... En réalité, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je trouve qu'on peut avoir des sujets avec lesquels on n'est pas du tout d'accord, en fait. Et du coup, c'est très dur de parler avec son cœur parce que finalement, si t'es pas du tout d'accord, en fait, tu dois adopter la posture d'un personnage qui va convaincre tout le monde, alors qu'en fait, quand on parle, tout le monde pense que c'est ce qu'on pense vraiment. En réalité, parfois, on est complètement détaché du propos et c'est très sarcastique.
Et je pense que ça apprend, je trouve, à tenir un discours, justement, en fait, à prendre ce recul, à se détacher de ses propos et à les dire de manière assez naturelle. Après, je trouve que, je me permets de rebondir sur l'aspect sociétal, politique, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence, sans vouloir te contredire, c'est que là, ça n'engage à rien du tout, en fait. Et je pense qu'effectivement, c'est toujours très intéressant de prendre du recul, mais quand ça engage à des changements sociétaux, que sais-je, je pense qu'il y a une pression, ou en tout cas des attendus qui font que malheureusement, le recul qu'on peut prendre n'est peut-être pas le même. Il y a une forme de gratuité dans les discours que vous proposez ce soir et qu'on retrouve peut-être nulle part ailleurs. Et c'est peut-être ça l'intérêt de Fleur d'Éloquence, c'est que c'est comme une bulle où on se met à débattre très sérieusement de sujets qui le sont tout autant, mais qui engagent peut-être un peu moins de choses. Oui, complètement. Il y a une désinvolture des sujets qu'on a qui est très agréable justement et qui nous permet de dire tout et n'importe quoi, justement de sortir du politiquement correct ou de dire ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est une fraîcheur à chaque fois de recevoir son sujet et de composer. Petite fraîcheur, j'aime bien l'image. Même dans ce petit débat, ils restent tous très poétiques et avec un beau langage. C'est sympa, non, c'est très sympa. Lola, qu'est-ce que ça apporte vraiment ? Parce que peut-être qu'on va faire du coup un peu de pub, parce que l'éloquence, on peut en faire partout. Il y a des clubs, bien Fleur d'Éloquence évidemment pour celles et ceux qui sont de l'Alliance Sorbonne Université et qui s'inscriront évidemment l'an prochain. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça apporte, voilà, de comme ça, de prendre du temps pour parler, pour écouter, pour apprendre à construire son discours. Qu'est-ce que toi ça t'a apporté ? Dans la vie de tous les jours Ouais, ou au-delà quoi, de la vie de. Ça apporte beaucoup de créativité en fait et de stimulation. Voilà, c'est quelque chose de très très stimulant de recevoir un sujet, de devoir composer, d'y réfléchir, de savoir comment le manier, ce que ça apporte. Sinon, il y a d'accord. T'inquiète. Sinon, oui, ça apporte beaucoup de créativité et de stimulation. Voilà, c'est très bien. Après, sinon, c'est pas forcément. Voilà. Gauthier, je pense que tu vas avoir le mot de la fin. Je parle sous contrôle. Je crois que ça y est, le jury a terminé sa délibération. Dans la salle, je pense, parmi les jeunes, les moins jeunes, enfin tout le monde dans la salle, peut-être il y a des gens qui se disent, moi franchement, monter sur scène, faire un discours comme ça devant, j'ai dit que vous étiez combien, 3000, c'est ça, devant 3000 personnes, jamais. Jamais. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ceux qui disent moi c'est impossible, je pourrais jamais le faire. Qu'est-ce que tu veux leur dire ? C'est pas grave. Non, mais non, peut-être un message pour dire que finalement c'est accessible. Ouais, reviens dans le politiquement correct, s'il te plaît. C'est important de s'exprimer, de donner des idées et de laisser à la fois les gens libres de penser et en même temps de leur offrir à penser. C'est beau. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut dire que c'est accessible à tous ? Parce que c'est la vérité. Jules, non, mais je vais tenir ce discours. Parce que je pense que c'est ce qu'on retient c'est le dernier message que j'ai envie de retenir de cette soirée de finale qui était délicieuse. Et encore bravo à tous les quatre. C'est que vraiment, prendre la parole dans cet univers, on en parlait tout à l'heure, qui est très saturé, c'est important. Se faire entendre ou pas d'ailleurs. Hein, la question est là. Mais en tout cas, avoir cette arme. Et vraiment, c'est accessible à tous. Et peut-être qu'on peut dire qu'il ne faut pas laisser sa propre parole à d'autres et qu'il faut oser la saisir et que vraiment ça paraît insurmontable parfois pour certains, ça paraît une barrière, le public, etc. Mais c'est accessible à toutes et tous et ça transforme la vie. Moi j'en suis la preuve vivante, vraiment Fleur d'Éloquence a changé ma vie, donc c'est un plaisir tous les ans de revenir. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup Guillaume. Et maintenant l'atmosphère de suspense reprend, on va faire monter la pression, le jury est de retour. S'installer sur scène pour que vous les voyez à la lumière. Celles et ceux donc qui ont... non, restez aussi là, mettez-vous devant moi peut-être. Voilà, celles et ceux qui ont délibéré intensément pendant ces quelques minutes pour trouver un résultat. Voilà, alors des concours d'éloquence, il y en a beaucoup maintenant, il y en a dans tous les lycées ou dans beaucoup de lycées, dans beaucoup d'écoles, d'universités. Nous, on a la chance à Alliance Sorbonne Université d'être accueillis ici à la BNF dans ce cadre prestigieux et puis impressionnant aussi quand on doit parler devant tout le monde.
Et je crois que nos finalistes n'ont pas déçu voilà, cette envergure que peut avoir le concours d'éloquence et ce que ça montre aussi sur l'importance de la parole publique. Donc peut-être, encore une fois, on pourrait peut-être les applaudir d'avoir joué ce jeu. Et puis je vais laisser la parole au président du jury, qui est Daniel Schneiderman, qui va annoncer le nom du ou de la gagnante. Un président qui a appris qu'il était président il y a une dizaine de minutes. Alors, je ne vais pas vous laisser croire qu'on a eu des débats acharnés, puisque vous avez bien vu qu'on n'était pas resté absent plus de 10 minutes. Et je ne vais pas non plus prolonger le suspense plus que de raison. On n'est pas au César et on n'est pas à Cannes. Donc, le gagnant de ce concours d'éloquence 2022 est donc Lucas Lallemand. Oui. Donc, bravo Lucas. Ouais. Sans faire de chauvinisme, je suis évidemment très touchée que tu aies gagné en tant que seul représentant de l'UTC ce soir. Donc voilà, bravo encore à toi. Donc là, c'est le moment question pour un champion. Je vous présente les cadeaux qu'a reçu Lucas. C'est le catalogue de l'expo Tolkien de la BNF, gracieusement offert donc par la BNF, et un iPad offert par par la Banque Populaire de la Rive, par la Banque Populaire. Voilà. Et voilà, peut-être si tu veux dire quelque chose. J'imagine que c'est le moment où je remercie mes parents, où je parle de la planète. Non, je pense qu'on a tous un peu faim, donc je vais être très bref. C'était une expérience incroyable. Comme l'a dit le président autoproclamé, on n'est pas au César, donc je ne vais pas non plus remercier mon chien. Mais je voudrais remercier très rapidement tous les gens qui m'ont encouragé depuis que j'ai commencé. Les personnes qui sont là depuis le premier tour. Merci de m'avoir rappelé constamment que j'étais capable et de m'avoir grisé tous les jours. Finalement, je vais finir. Et si je devais remercier seulement quelques personnes en priorité, c'est bien évidemment ceux qui m'accompagnent depuis que je suis né. Merci maman, papa, Marc-Olivier, Alizé de me donner toujours autant d'énergie, de m'encourager dans chaque projet que je fais, de m'aimer inconditionnellement et moi qui arrive si peu à vous rendre cet amour. Donc merci à vous. Voilà, et les autres finalistes qui n'ont pas démérité, de loin pas, ont eu aussi de très beaux catalogues de la BNF, ainsi que les passes culture Le Monde qui sont offerts par notre partenaire, la Banque Populaire Rive de Paris. Voilà, et ainsi que la direction des affaires culturelles de la Sorbonne. On vous remercie beaucoup de votre présence, nombreuse, qui a permis de nous soutenir, et ça nous fait grand plaisir. Et à l'année prochaine.